Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir Anne Hidalgo. Bonsoir. Merci beaucoup, merci d'être avec vous nous. détendre. Voilà. Vous vouliez réagir? C'est choquant. Oui, fou, mais en plus, il parle du syndrome de la bonne élève, comme si le fait d'être brillante à l'école allait suffire aux femmes à prendre leur juste place dans le monde. La plupart des femmes, on est des milliers, on est 52%. Merci. Okay. Il n'est pas là. On aura cette conversation une autre fois. On a entendu et on est avec Anne Hidalgo et avec vous, comme avec les autres candidats, on va vous poser une question sur l'Ukraine, puisque la situation s'y dégrade sérieusement. Est-ce que vous souhaiteriez que la France s'engage plus pour soutenir les Ukrainiens aujourd'hui, quitte à devenir un belligérant, quitte à entrer en guerre? Il ne faut pas entrer en guerre, mais il faut bien sûr soutenir très fortement nos amis ukrainiens, les soutenir, et je l'ai dit dès le début, avant même que la décision n'ait été prise, en livrant des armes aux Ukrainiens. Vous savez, il n'y a pas de paix possible sans la liberté. Il n'y a pas de paix possible sans qu'un peuple, le peuple ukrainien, puisse déterminer son destin. Et là, ils sont envahis, agressés par Vladimir Poutine. Il faut que les sanctions qui ont été prises au niveau européen soient encore plus fortes, en tous les cas qu'elles s'appliquent très très vite, qu'on aille plus loin dans ces sanctions économiques, qu'il y ait cette pression diplomatique internationale qui est en train de s'organiser. Et puis que l'on accueille, bien sûr, les réfugiés, beaucoup de femmes. J'ai eu l'occasion de les voir dès samedi, de travailler encore cet après-midi à l'accueil de ces femmes avec des enfants qui arrivent ici, à Paris et dans beaucoup d'autres villes, et qui sont absolument désespérées. Elles ont laissé leurs compagnons, leurs frères, parfois leurs fils, et parfois aussi des personnes âgées qui n'ont pas pu se déplacer. Et donc, il faut que nous soyons à leur côté, et aussi que nous entendions vraiment cette demande du peuple ukrainien d'entrer en Europe. Et vraiment, quand on voit un peuple qui est capable de se battre, de résister, de porter aussi haut les valeurs européennes qui sont les nôtres, eh bien, il faut les accueillir aussi en Europe. Alors venons-en aux droits des femmes, si vous voulez bien. Ce soir, le candidat Emmanuel Macron nous a annoncé plusieurs mesures. La création en matière de violence conjugale, la création notamment d'une juridiction spécialisée, ou encore le triplement de l'amende pour harcèlement de rue, ainsi que la création d'un fichier pour les conjoints violents. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, pourquoi ne l'a-t-il pas fait avant? Parce que ça fait quand même 5 ans que les associations féministes, féminines, qui travaillent notamment sur la question des féminicides, sur la lutte contre les violences faites aux femmes, se battent, réclament des moyens, ne les obtiennent pas, des moyens pour pouvoir accueillir les femmes. Le budget est passé de 300 à 600 millions d'euros. Oui, vous savez très bien que ça n'est vraiment pas suffisant. Et je le sais aussi en tant que maire, pour porter ces politiques vis-à-vis des femmes victimes de violences depuis très longtemps. Ça n'est pas suffisant. Je propose 1 milliard d'euros. Je propose une législation qui soit très calée, par exemple, sur ce que l'Espagne a fait, qui est un des pays qui a montré la plus grande efficacité. Donc 1 milliard d'euros, pourquoi faire? D'abord pour accueillir les femmes. Quand une femme est victime de violences, qu'elle a des enfants, elle ne sait pas où aller, elle ne sait pas comment faire. Il faut qu'il y ait des lieux d'accueil. Ensuite, il faut que la justice aille beaucoup plus vite, que la justice prenne en charge cette parole. Donc une juridiction spécialisée, c'est ce que propose aussi le candidat Macron. Une juridiction spécialisée, pourquoi pas, mais surtout que la justice aille beaucoup plus vite, qu'il y ait par exemple des assistantes sociales dans les commissariats pour écouter cette parole des femmes, pour recueillir leurs plaintes, et qu'il y ait aussi ce qu'a fait l'Espagne, tout un travail pour éloigner, d'abord pour condamner les conjoints violents, pour les éloigner, et on est très très loin du compte. Donc des propositions aujourd'hui, alors que depuis des mois et des mois, les associations se battent pour le minimum qui n'a pas été proposé en France par Emmanuel Macron. Alors Michel souhaite vous poser une question. Bonjour Madame Hidalgo. Je suis une maman solo, je gagne le SMIC, je n'y arrive pas. Je pense à ma maman qui est à la retraite et qui n'y arrive pas non plus, elle survit. Le gouvernement de M. Macron a lancé plein de primes qui ne comptent pas pour la retraite. On parle actuellement de mettre des primes
même dans les propositions à la présidence, des primes qui ne compteront pas pour la retraite et qui seront valables pour un temps, mais pas pour longtemps. Donc je voudrais savoir comment vous allez augmenter significativement le SMIC, le point d'indice, et pour les retraites, les revaloriser, parce qu'à l'heure actuelle, les retraités, ils n'y arrivent pas. Bien sûr. D'abord, c'est la question essentielle. Aujourd'hui, les salaires sont trop faibles en France et notamment pour les femmes qui sont souvent dans les postes les moins bien qualifiés, dans tous ces postes du soin, de ces activités qui sont très très mal rémunérées. Je propose 15% d'augmentation du SMIC dès mon arrivée. Ça veut dire que 2/3 des personnes au SMIC qui sont des femmes seront immédiatement concernées. Je propose aussi d'engager immédiatement un travail sur l'égalité salariale dans les entreprises. J'entendais tout à l'heure, ce qui a été dit sur le travail des femmes. Finalement, on l'a bien cherché, hein, mesdames, s'il y a un plafond de verre et si on est moins bien payé, c'est quand même un peu de notre faute. Hein, on s'est mal orienté sur les métiers qui ne payent pas. C'est ce que j'ai entendu de mon prédécesseur. Moi, ce que je propose, c'est qu'il y ait, et en tous les cas, je proposerai une négociation interprofessionnelle et branche par branche. Et bien sûr, dans les branches dans lesquelles les emplois sont plutôt des emplois féminins, pour cette augmentation de salaire. Je propose aussi qu'il y ait enfin une égalité salariale qui soit une égalité totale. J'ai été inspectrice du travail. Et j'ai démarré en 82 comme inspectrice du travail et c'était juste un peu avant la loi d'Yvette Roudy sur l'égalité salariale. Et je me suis impliquée pour la faire contrôler, appliquer, pour que les employeurs rémunèrent les femmes au même niveau que les hommes. Et ça n'a pas marché aujourd'hui. Il faut aller plus loin. Aller plus loin comment ? Je propose qu'on inverse ce que l'on appelle la charge de la preuve. Aujourd'hui, c'est très compliqué pour une femme qui estime qu'elle est discriminée sur son salaire d'aller devant les prud'hommes ou d'aller devant un tribunal ou même devant son employeur. Donc, j'inverse la charge de la preuve. Ça sera à l'employeur de justifier qu'il paye au même niveau, au même salaire, à compétences égales, une femme et un homme. Et puis, bien sûr, puisque vous avez parlé de la retraite, en fait, pour les femmes, le résultat qu'on a aujourd'hui, ce sont des retraites très faibles, parce que souvent les femmes se sont arrêtées pour élever leurs enfants, parce que souvent elles ont été dans des emplois peu rémunérés. Vous pouvez les augmenter. Donc, je veux les augmenter. Je veux qu'on passe le minimum contributif à 1 200 €. Je sais que ça va concerner beaucoup de femmes, pas que des femmes, mais beaucoup de femmes. Ça ne sera peut-être pas suffisant, mais par rapport à aujourd'hui, c'est déjà une augmentation importante. Et surtout, ce que je souhaite, c'est que l'on fasse tout un travail justement sur l'égalité professionnelle, sur les niveaux de salaire dans les entreprises, parce que ce que l'on touche à la retraite est finalement totalement lié à la façon dont sa vie professionnelle a pu s'organiser. Et je veux vous dire aussi, puisque vous êtes, vous l'avez dit, une maman qui élève seule ses enfants. Je souhaite aussi créer une carte pour les familles monoparentales, 85% d'entre elles sont dirigées par des femmes, qui soit équivalente à la carte famille nombreuse. Je veux qu'il y ait les mêmes droits, c'est-à-dire qu'une carte qui donne droit aux mamans isolées qui élèvent leurs enfants à des réductions sur les transports, à des tarifs particuliers pour les vacances, pour l'accès aux loisirs. Je souhaite vraiment accompagner une carte parents isolés, une carte parents isolés qui serait comme la carte famille nombreuse également. Et vous l'appelleriez comment ? Vous l'appelleriez comment cette carte ? La carte parents isolés ? C'est la carte parents isolés, mais on pourra lui trouver un plus joli nom. Mais comme la carte famille nombreuse. Beaucoup d'autres mesures sur le travail, mais je rentre vraiment par la question du travail et du salaire. Et le point d'indice aussi, bien sûr, parce que dans la fonction publique, d'ailleurs, j'ai proposé aussi des augmentations importantes de salaire, notamment dans l'éducation nationale, où une grande partie des personnels, et dans les hôpitaux aussi, où une plus grande partie des personnels sont féminins. Madame Hidalgo, Anne-Laure a une question à vous poser sur le climat de cette campagne. Oui, vous êtes aussi une candidate qui est extrêmement attaquée sur les réseaux et en général, il suffit de prendre un taxi à Paris pour voir aussi que vous êtes
Il y a beaucoup de violence dans les propos. Comment vous le vivez ? C'est vrai qu'on est dans un pays extrêmement misogyne, disons les choses, et que le monde politique l'est vraiment peut-être encore plus que la société française. Je le vis parce que c'est mon choix, j'ai fait ce choix, je suis une femme solide, je sais, j'ai un parcours, je viens de l'immigration, je suis arrivée à l'âge de 2 ans en France, j'ai été naturalisée française, j'ai eu la chance de faire des études, d'avoir cette force et cette énergie qui m'ont permis d'être maire de Paris, réélue, et aujourd'hui candidate à la présidence de la République française. Donc j'ai cette solidité qui est liée à mes convictions et au fait que la chance que j'ai eue, eh bien j'aimerais la faire partager et que les petites filles, et je pense aux petites filles d'aujourd'hui, se disent en me voyant, en voyant les femmes comme vous aussi, je crois que vous êtes chef d'entreprise, et celles qui sont là, qui s'engagent, qui font des choses, qui bougent, qui prennent leur vie en main et qui souvent d'ailleurs s'occupent des autres parce qu'on est quand même très dédié, on s'oriente beaucoup vers cette utilité sociale-là, les femmes, que les petites filles se disent mais c'est possible pour moi aussi. Donc je le vis. Bien sûr, c'est jamais facile et j'essaye de faire changer les choses en montrant que des discours comme celui qu'on a entendu précédemment sont des discours mais d'un autre siècle. D'un autre siècle, c'est pas avec ça qu'on va faire bouger la France. C'est pas avec ça qu'on va être un pays, ce pays des droits humains, ce pays innovant, ce pays qui se projette vers l'avenir. Donc, je pense que l'avenir passe par les femmes et l'avenir passe par plus de femmes dans les responsabilités, et notamment dans les responsabilités politiques. Alors, ce qui est compliqué, oui. Anna, une question sur ce point. Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais lorsque ces critiques s'adressent à votre campagne ou à vos orientations politiques, est-ce qu'on peut vraiment dire que vous êtes critiquée parce que vous êtes une femme? Est-ce que ça ne serait pas une sorte d'excuse? D'abord, je crois que les femmes en politique, moi en particulier, je ne dis pas c'est parce que je suis une femme. Mais quand même, il y a un peu de ça parfois, parce qu'on essuie des critiques que les hommes n'essuient pas. Pour autant, je pense, en tous les cas, c'est comme ça que j'essaye de m'inscrire dans ma vie politique depuis longtemps. J'affronte les événements, j'essaye de le faire positivement, j'essaye de le faire sans agressivité, de montrer qu'il y a un autre chemin possible, que ce n'est pas la guerre des sexes, mais que quand même on est en 2022. En 2022, il n'y a pas eu de femme Premier ministre depuis plus de 30 ans, et il n'y en a eu qu'une dans la Ve République. On n'a pas eu de présidente de la République. On est encore dans mais des c'est seulement attitudes... la misogynie. C'est seulement la misogynie. Est-ce que ça ne dessert pas la cause parfois de crier à la misogynie systématiquement? Moi, d'abord, personne ne crie à la misogynie systématiquement. Et les femmes qui sont engagées, que ce soit en politique, dans la vie professionnelle, et qui arrivent à percer ce plafond de verre, en général, c'est qu'elles sont plutôt quand même compétentes, qu'elles sont déterminées et que si elles sont là, c'est pas par hasard. C'est quand même qu'elles ont fait du boulot. Donc, je crois que cette question qu'on se pose souvent, nous les femmes, est-ce que c'est parce que je suis une femme? Il faut parfois la laisser un peu de côté, cette question-là, et puis essayer de se dire, moi j'ai mon destin, je trace ma route. Mais est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à élire une femme présidente? Oui, je pense qu'ils le sont et que, d'ailleurs, ils le montrent dans beaucoup d'élections. Voilà, moi, je suis la première femme maire de Paris, réélue maire de Paris. Il y a des femmes qui accèdent à des responsabilités très importantes. À la tête de collectivité, effectivement, mais vous l'avez rappelé, oui. ni à l'Élysée, Est-ce qu'il y a une forme de solidarité avec Valérie Pécresse ou Marine Le Pen, en l'occurrence les deux autres femmes qui sont passées avant vous? Je ne dirais pas de solidarité, mais je comprends. Vous savez, les femmes, quand on arrive dans cet univers-là, dans cet univers politique, on comprend assez vite qu'il va falloir être bien meilleur, voilà, que peut-être les hommes, qu'il va falloir travailler beaucoup plus que les hommes si on veut être crédible, écouter et si on veut peser, si on veut porter nos idées. On le comprend assez vite. On comprend assez vite que rien ne nous est donné.
On comprend assez vite d'ailleurs que la question de l'autorité ou la question de la compétence nous est posée là où elle n'est jamais posée, ou très rarement, pour les hommes. Donc on comprend ça très très vite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On bosse, voilà. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous, hein. Enfin voilà, je pense que vous êtes toutes dans ce cas-là. On bosse, et on se dit, ben voilà, je trace ma route. Je trace ma route parce que j'ai des choses à faire et qui peuvent être utiles à d'autres femmes. Alors, et si mon exemple peut aider des plus jeunes femmes à pas vivre les mêmes galères que celles que j'ai pu vivre, eh ben tant mieux. Au moins, j'aurais été utile à ça. Alors, dans leur programme, tous vos camarades de gauche, les autres candidats à la présidentielle, constitutionnalisent l'IVG. Et vous? Oui, je pense que ce droit, qui est un droit fondamental, doit pouvoir être constitutionnalisé, ce qui permettrait de ne jamais pouvoir le remettre en cause, sauf à remettre en cause la Constitution. Vous pensez que ce droit est menacé? Je pense que ce droit, dans notre pays, en tant que tel, n'est pas menacé. En même temps, s'il y avait un Éric Zemmour, je ne mettrais pas ma main au feu. Voilà. Donc, il faut se dire que ce droit est fondamental. Vous savez, moi, j'avais 15 ans quand il y a eu la loi Veil, et je me suis vraiment ouverte au féminisme à ce moment-là, parce que j'ai suivi ce procès de Marie-Claire, j'ai suivi cette situation et j'ai compris très vite que notre liberté à nous les femmes passait par ce droit fondamental de disposer de notre corps. Alors, et il faut encore compléter ce droit pour qu'il soit un droit encore plus effectif qu'il ne l'est aujourd'hui. Allonger les délais, faire en sorte que... C'est fait. ça vient oui, d'être bien fait, hein. sûr. Oui. Mais l'allonger encore? Allonger les délais, ça vient d'être fait, mais surtout aussi le rendre plus concret, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des retards dans l'accueil dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas assez de place, que la clause de conscience qui souvent est présentée. Comme, vous savez, vous souhaiteriez l'abolir? J'étais au cabinet de Martine Aubry quand il y a eu un premier allègement et des premiers aménagements. J'ai vu les réactions qu'il y a eu à l'époque, c'était en 97. Donc, c'est un droit qu'il nous faut protéger et rendre encore plus concret. Dernière question. Parce qu'il est fondamental pour nous. Est-ce que vous soutenez le mouvement MeToo sans réserve? Oui, je le soutiens sans réserve. Je pense que les femmes qui se sont mises à parler, d'ailleurs, c'est une nouvelle génération qui n'a pas procédé exactement comme ma génération. Je ne vais pas hiérarchiser. Je pense que ce que nous avons fait, nous et même nos prédécesseurs, je pense à Yvette Roudy, à Gisèle Halimi et bien d'autres, chacune de nos générations a apporté un élément important au combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes et pour les droits des femmes. Donc Merci. Oui, MeToo a apporté aussi cette liberté de parole et je les soutiens sans réserve. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne Hidalgo. Merci.